Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du dimanche 2 mars 2025, épisode 208. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Indre, sous le soleil avec une température polaire, mais on va rester au coin du feu aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, l'exploitation des failles Android par Cellbrite pour contourner les écrans de verrouillage sur Android, l'essor inquiétant de stalkerware et les signes à surveiller, les vulnérabilités critiques des dashcams exposées lors de la Black Hat Asia 2025, Prospero, un hébergeur favori des cybercriminels lié aux infrastructures réseau de Kaspersky, sortie officielle de la newsletter de Radio Cessert, et enfin je répondrai aux auditeurs de Radio Cessert sans filtre. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources qui m'ont permis de réaliser cette revue d'actualité dans la description de l'épisode, ainsi que dans la newsletter hebdomadaire qui sortira normalement samedi prochain. L'entreprise israélienne Cellbrite, spécialisée dans l'extraction de données mobiles, a été mise en cause pour l'exploitation de failles Zero Day permettant de contourner l'écran de verrouillage des appareils Android. En décembre 2024, il a été révélé que la Serbie avait acquis ses outils d'espionnage auprès de Cellbrite et de NSO Group dans le but d'accéder aux données d'appareils ciblés. Alors comment ça fonctionne ? L'attaque va se reposer sur 3 failles. La CVE 2024-53104, la CVE 2024-53197 et la CVE 2024-50302, dont une affecte directement le driver USB du noyau Linux. En exploitant ces vulnérabilités, il faut bien entendu un accès physique au device et on va connecter des périphériques USB modifiés, comme ça les attaquants peuvent injecter du code malveillant, exfiltrer des données, voire déployer des logiciels espions pour suivre l'activité en temps réel. Cellbrite est très utilisé dans les mallettes forensiques pour les forces de l'ordre. C'est un vrai sujet. Google a corrigé une de ces vulnérabilités, mais certaines failles persistent dans le noyau Linux, exposant non seulement les téléphones Android, mais aussi les dispositifs embarqués sous Linux. Je vous recommande fortement l'article. Le stalkerware, quand votre téléphone vous espionne. Le stalkerware, ce sont des logiciels espions qui sont installés à votre insu pour surveiller vos activités qui c'est vraiment de plus en plus répandu. Ces applications permettent d'accéder aux messages, appels, photos, positions GPS et d'autres données sensibles sans que la victime ne s'en rende compte. Alors comment on peut le détecter ? On peut le voir à travers des ralentissements anormaux du téléphone, une surchauffe inexpliquée, une consommation excessive de données sur vos forfaits, une présence d'applications suspectes dans les paramètres. Alors pour s'en débarrasser, sur Android, c'est assez simple, il faut activer Google Play Protect pour détecter ces menaces, vérifier les permissions des applications dans les paramètres, désactiver l'accès administrateur à des applications suspectes et bien entendu supprimer immédiatement toute application douteuse. Alors j'ai un petit bémol au niveau de cette recommandation dans l'article. Si vous pensez être surveillé, ne supprimez pas directement l'application car l'attaquant pourra en être informé. Cherchez d'abord de l'aide auprès d'un expert ou d'une organisation spécialisée pour savoir qu'est-ce qu'il recherche. Est-ce que vous êtes ciblé par hasard ou c'est vraiment quelque chose par rapport à la sensibilité de vos travaux ? Lors de la Black Hat Asia 2025, des chercheurs ont dévoilé une faille critique affectant plusieurs modèles de dashcam connectés. Les dashcams, ce sont les caméras que vous avez à bord de vos voitures. Ces vulnérabilités permettent à des attaquants d'intercepter des conversations privées, suivre les trajets quotidiens des conducteurs et exfiltrer des données stockées sur ces appareils. Les chercheurs ont mis au point un nouvel exploit qu'ils appellent le drive-through hacking, qui permet d'automatiser le piratage des dashcams via le Wi-Fi embarqué en quelques minutes. L'exemple a été fait sur une Tesla. Pourquoi est-ce un problème majeur ? Alors, ces attaques, elles sont indépendantes du fabricant, touchent plusieurs modèles. Les hackers peuvent accéder aux images, vidéos enregistrées. Une simple connexion à un réseau Wi-Fi non sécurisé suffit pour compromettre l'appareil. On se met à côté de la voiture et vous pouvez récupérer toutes ces données. Alors, pour se protéger, ils recommandent fortement de désactiver le Wi-Fi des dashcams lorsque ce n'est pas nécessaire, mettre à jour régulièrement les firmware des caméras, utiliser un chiffrement fort et éviter les réseaux publics. C'est sympa comme recommandation, mais quand on voit comment Tesla a fermé son système de dashcam, etc., c'est pas évident. À suivre, si vous avez une caméra à bord de votre voiture, c'est intéressant comme article. L'un des plus grands hébergeurs de malware et de botnet, Prospero OOO, a été repéré en utilisant l'infrastructure réseau de Kaspersky. Prospero est un acteur bien connu de l'écosystème cybercriminel, hébergeant notamment des ransomware et des campagnes de phishing, des serveurs de contrôle pour les botnets, des services d'hébergement bulletproof conçus pour ignorer les signalements des abus. La connexion avec Kaspersky a été détectée par Spamhaus qui suit les fournisseurs hébergeant des infrastructures malveillantes. Kaspersky a rapidement réagi en affirmant que cette connexion était accidentelle et liée à ses services de protection anti-DDoS. Mais l'incident soulève quand même des questions sur la transparence et la sécurisation des réseaux.
La source de cette news, c'est le journaliste Brian Krebs. Je ne vais pas tout vous donner, je ne vais pas vous faire du spoil, mais il est top son article. Comme d'habitude, il a fait une investigation journalistique, il y a des sources, il y a des preuves, il y a des copies d'écran. Toutes les informations de son investigation sont disponibles sur son site web. Si vous avez un article à lire aujourd'hui, c'est celui-là qu'il faut lire. On ne l'attendait plus. Avec une journée de retard, la newsletter de Radio Cessort est enfin sortie. Elle est disponible. Elle va évoluer grâce à vos retours. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'ai juste fait un sommaire sur tout ce qu'on avait mis cette semaine comme source. J'ai fait un focus sur Romson Look, mais j'ai besoin aussi de votre retour pour savoir qu'est-ce que vous attendez par rapport à cette newsletter. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous voulez que j'étudie un use case, ce genre de choses? Ne vous limitez pas, soyez disruptif, je suis à votre écoute. N'hésitez pas à me laisser un message sur le répondeur de Radio Cessort. Enfin, je suis quand même très content d'avoir sorti la newsletter quand même. Et enfin, je vais répondre à 3 auditeurs sans filtre par rapport à et je finirai par une question. Est-ce que nous devons mettre en production le vendredi? Reçu jeudi 27 février à 19h58. Bonsoir Marc-Frédéric, c'est Nicolas qui a déjà posé une question il y a quelques temps. Je tenais à te remercier pour le livre et également d'avoir répondu très longuement à mes questions sur Oiseau, donc tout le monde. Je suis totalement en phase avec la partie open source, avec les coûts où l'open source n'est pas gratuit parce qu'il faut investir du temps etc. Puisque je pratique l'open source depuis quelques années et je développe je travaille chez des développeurs de logiciels open source depuis quelques temps, donc je connais très très bien la problématique. Je vais donc essayer de regarder les différentes pistes que tu proposais et pour envisager de prendre un consultant bien spécialisé dans Oiseau un petit peu plus tard. Bon, sinon, j'ai une question très sérieuse et très technique puisque demain, c'est Trolldy. Donc, je voulais savoir ce que c'était qu'un consufflant. Donc, j'ai bien une très très bonne idée de ce que cela pouvait être, mais comme je t'entends l'évoquer très souvent, je voulais être sûr de ce que ça signifiait pour toi et l'origine un petit peu étymologique du mot. Voilà, écoute, bonne continuation pour la suite. Je crois que tu as annoncé que tu t'arrêtais pas avant 1000. Ça me va très très bien puisque ça fait partie des trucs que j'écoute tous les jours. Eh bien, bonne journée, à bientôt, salut. Bonjour Nicolas, merci pour ce retour. Je suis hyper content et ravi que ça t'ait pu être utile pour tes pistes sur Oiseau. On n'est pas vendredi, c'est juste dimanche, je réponds un peu plus tard, mais je vais répondre à ta question sur qu'est-ce que c'est qu'un consufflant. Alors il y a un peu de provoque, je vous rassure, mais c'est dimanche, on peut se permettre. Alors dans le monde de l'IT et de la cybersécurité, on croise souvent des profils aux compétences vraiment très variées. Il y a des experts techniques, aux stratèges aguerris, mais parfois on tombe sur ce que j'appelle un consufflant. C'est un consultant qui, malgré une posture d'expert, n'apporte pas forcément de la valeur concrète à l'entreprise. Bref, le truc qui sert à rien. Mais il faut pas le dire comme ça. Le consufflant, c'est celui-là qui maîtrise l'art du discours, qui aligne les buzzwords et les méthodologies tendances, mais lorsqu'on creuse, reste assez vague sur l'application réelle. Il peut vendre des évidences sous un angle stratégique sophistiqué. On appelle ça les alertes prédictives. L'alerte n'a pas encore eu lieu, mais nous avons déjà détecté qu'il allait y avoir une attaque. Facturer cher, ça c'est la base. Des recommandations génériques. Présenter des analyses très théoriques mais rarement actionnables. S'appuyer sur des frameworks sans forcément comprendre comment les implémenter en profondeur. C'est une façon de détecter assez rapidement un consufflant. Mais il y a un autre profil qui émerge également dans la même veine, dans l'écosystème cyber, c'est le cyberinfluenceur. Alors, c'est quoi un cyberinfluenceur ? Pour moi, c'est un acteur de la cybersécurité qui va utiliser sa visibilité sur les réseaux sociaux pour partager des tendances, des alertes, des bonnes pratiques. Certains sont d'excellents vulgarisateurs. Brian Krebs, ça fait 10 ans que je le suis. Il fait ça en tant que cyber-influenceur, mais journaliste. Et chaque fois qu'il a dit quelque chose, il a apporté les sources, la preuve. C'est vrai, c'est un vrai bonheur à lire, malgré que ce soit en anglais. Mais comme dans tous les domaines, il y a aussi ceux qui privilégient la forme au fond, ils veulent faire du buzz, reliant des informations parfois superficielles, surtout non qualifiées ou exagérées pour capter l'information. Alors comment on les différencie ? Un expert d'un consufflant ou d'un cyber-influenceur opportuniste. Alors l'expert, c'est assez simple. Il va argumenter avec des faits concrets, des retours d'expérience applicables et surtout, il va donner des sources. Il va pouvoir vous donner la possibilité de challenger l'information. Le consufflant, qu'est-ce qu'il parle ? Limite, il devrait faire un podcast, le mec. Mais il reste toujours dans le flou et dès qu'on demande du concret, il n'y a jamais une réponse. Le cyber-influenceur,
il va vulgariser très bien le contenu, mais on doit le recouper avec des sources fiables et parfois on se rend compte qu'il est tellement pressé d'annoncer que telle entreprise s'est fait compromettre, alors qu'il n'y a aucune preuve, hein. Il y a juste le fait que sur un forum, on voit apparaître telle entreprise est compromise, il n'y a pas le début d'une investigation. Alors effectivement, ça fait du buzz, ça fait du à clic. Alors le bon réflexe, c'est de toujours vérifier les sources, croiser les informations, privilégier les acteurs qui allient communication, expertise technique, mais avec des sources. Et il ne faut pas l'oublier, on fait tous des erreurs. Alors j'espère avoir répondu à tes attentes, Nicolas. Merci beaucoup d'avoir laissé ce message. Et je te rassure, je fais aussi des erreurs. Mais bon, dès que vous me le signalez ou que je m'en suis rendu compte, je n'ai aucun scrupule tout de suite à dire, là j'ai fait une erreur, voilà à cause de quoi j'étais en erreur. Il faut toujours s'améliorer. Nous avons Frédéric qui a laissé un message sur le répondeur. J'ai anonymisé son nom ainsi que sa société car il m'appelle de son téléphone perso. Message reçu dimanche 23 février à 11h22. Oui, bonjour Marc, Frédéric. C'était une belle surprise ce matin en écoutant ton podcast parce que je suis fier d'y avoir participé. Ben oui, je suis le Frédéric qui avait laissé un message à l'époque pour les t-shirts et je vois que tu avais déjà eu cette idée depuis très longtemps. Donc c'est super. Donc peut-être que si on se voit un jour sur un salon ou lors d'un événement, moi je me présente, je suis Frédéric. Je suis un consultant et non un consufflant de la société en Occitanie. J'appelle de mon perso parce que voilà, ça s'est passé comme ça. Et à pour te motiver, puisque c'est important, tu l'as dit dernièrement là, je retiens généralement un ou deux articles par jour pour approfondir ou pour aller plus loin. Et là, en ce moment, je prépare une présentation à la CCI et j'ai plein d'idées d'événements, de choses à présenter en termes de cybermenaces. Donc, merci beaucoup. Surtout, merci pour tes podcasts. Je ne sais pas comment tu tiens. Tu es malade des fois, mais c'est super. Continue et merci pour tout. Frédéric. Bonjour Frédéric. Merci pour ce message. Ça me touche vraiment sincèrement. Tu as très bien identifié le but du podcast. C'est le partage de l'information avec les sources qui va te permettre de compléter ta veille de quelques minutes par jour, je l'espère. Mais le simple fait que tu aies pu récupérer certains articles, que tu puisses le présenter à la CCI, c'est une excellente nouvelle. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir. Au moins, ça prouve que je ne fais pas ça pour rien. Et je te confirme, je ne vais rien lâcher. Et comme on m'a toujours dit, dormir, c'est tricher, hein. Et on se verra très bientôt avec les t-shirts de Radio Cessort. Et j'ai pas encore trouvé, j'ai eu des propositions sur différents fournisseurs. Je suis en train de voir. Alors sur YouTube, je pourrais le faire, mais j'ai pas assez d'auditeurs ni assez de vues. Parce qu'ils proposent des boutiques automatiques et comme ça, j'ai rien à gérer. Parce que l'objectif n'est pas non plus que je passe toutes mes nuits à emballer des t-shirts, quoi. Mais en tout cas, merci beaucoup, Frédéric, pour ce retour. Ça m'a vraiment touché. Je te rassure, j'ai pas versé une larme quand même, je n'en suis pas là, hein. Mais c'était sympa. Et enfin, notre troisième auditeur que nous écoutons. Alors? On n'attend pas Patrick? Message reçu lundi 24 février à 16h05. Bonjour Marc-Frédéric, je franchis le cap pour te laisser un message aujourd'hui. Donc je suis Patrick, responsable sécurité européen d'un grand groupe japonais. Je t'écoute tous les matins, même le week-end. Alors pas sur une Tesla comme certains auditeurs dont tu nous as parlé, mais bêtement dans le RER. Et moi ce podcast, il me permet de gagner du temps sur la veille sécurité. Du coup quand j'arrive au travail, elle est déjà faite. J'ai quelques articles à lire et ça me permet, j'arrive même à faire suivre quelques articles à des collègues non francophones. Et par ailleurs, tu as même dû avoir gagné quelques auditeurs du Japon, donc des collègues français. Alors, j'ai pas de questions particulières, mais je souhaitais simplement te dire que j'ai répondu à ton appel d'hier, à savoir notation 5 étoiles sur les plateformes de podcast. J'ai pu faire Apple et Spotify, et bien sûr, je prendrai un t-shirt ou un mug quand ils seront disponibles. Je te remercie pour tes sacrifices que tu dois faire pour nous sortir un nouveau podcast tous les jours, je pense. Et bien sûr, je comprendrai qu'un jour, il n'y ait pas de podcast. J'en profite également pour passer le bonjour à tous les membres de l'OCIR. Et du coup, je te dis à demain. Allez, salut! Alors, j'ai pas pu m'en empêcher, je suis désolé, Patrick, mais c'était trop fort, quoi. Avec un prénom pareil, c'est normal. Et puis en plus, t'es habitué, je pense. On doit pas faire ça J'ai pris des cours pour faire le podcast et on dit, ouais, il faut être hyper gentil avec les auditeurs. Mais là, non, Patrick, c'est un ami, Patrick. Donc, merci beaucoup pour ton soutien, ta fidélité. Je sais pas quoi dire, quoi. Ça me touche tout ce que vous m'avez laissé comme message.
Et je te confirme, j'ai bien des écoutes au Japon, alors que j'avais sur la Chine, la Malaisie, etc. Et là, non, c'est arrivé. Ça fait une semaine que ça tourne bien. Je suis hyper content. C'est hyper sympa de ta part le partage. On a explosé concernant les likes sur Apple Podcast et Spotify. Alors, on a 32 avis. Alors moi, j'appelle ça exploser à mon niveau, hein, parce que on a une note de 4,9 sur 5. Il y a une personne qui a mis 1. Il a trouvé, bon, le podcast, il est naze. Pourquoi pas, ça me gêne pas. Au contraire, il faut toujours avoir de la critique. Mais en tout cas, je suis super scotché. Non, il faut que je parle différemment. Je suis hyper étonné pour le moment. On n'a pas plus d'écoute. Alors, ça n'a pas modifié encore l'algorithme. Mais en tout cas, merci à vous toutes et à vous tous. Moi, ça me donne de l'énergie pour continuer. Et je tiens à préciser pour certains auditeurs, alors maintenant on va rentrer dans les private jokes que je reçois en dehors. Je tiens à préciser pour certains auditeurs qui m'écoutent sous la douche que je n'ai pas besoin de cette information quand on se rencontre au cybercampus. Je me sens très seul quand je dois vous serrer la main et que je suis pas encore prêt, messieurs, quoi. C'est-à-dire que j'adore qu'on me dise qu'on m'écoute dans la voiture, dans le RER, mais sous la douche et me dire que j'ai une voix suave, ça me fait un peu flipper quand même. Bon voilà, c'était juste une private jokes. Je le savais que ce podcast devenait n'importe quoi. Alors une question que j'ai reçue par SMS, est-ce qu'on doit mettre en production une nouvelle version le vendredi soir ? Alors moi, là, je me suis pas pris la tête, j'ai demandé à mon ami ChatGPT. Parce que j'ai un avis très très différent par rapport à la réponse qu'il va donner. Alors je vais un peu challenger la réponse de notre intelligence artificielle favorite. Donc c'est une mauvaise pratique, bien connue en IT et en cybersécurité, souvent qualifiée d'anti-pattern. Pourtant, certaines organisations continuent de le faire. Voilà pourquoi elles le font et voilà pourquoi c'est généralement une très mauvaise idée d'après les experts et l'IA. Je suis pas tout à fait de cet avis, vous allez comprendre pourquoi. Alors, pourquoi certains mettent en production le vendredi soir ? Il y a la pression des délais, minimiser l'impact utilisateur, la disponibilité des équipes métiers, l'alignement avec les sprints agiles. Alors là, ça devient du grand n'importe quoi. Dans certaines équipes, les livraisons s'alignent avec la fin d'un sprint et repousser au lundi signifie prendre du retard. Bon, alors quand vous en êtes réduit à ça, vous avez d'autres sujets à gérer d'après moi, hein. Et de plus, quand on dit pourquoi c'est une très mauvaise idée de déployer le vendredi soir, c'est le Friday Deployment Hell en anglais. Donc c'est pour pousser en production juste avant le week-end, c'est prendre le risque de passer la nuit et le samedi à gérer une crise si quelque chose tourne mal. Alors je sais pas d'où ils sortent ça, mais c'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie, quoi. Moins de support disponible, les équipes de développement, de QA et les métiers sont souvent moins disponibles en fin de semaine. Si un problème survient, les bonnes personnes ne sont pas là pour le résoudre rapidement. Si les bonnes personnes ne sont pas là, tu vas pas faire ta montée de version. Ça, c'est ce que j'appelle des conseils de consultants. Le week-end, c'est critique pour certains services, pour les plateformes de e-commerce, les services financiers, les applications SaaS. Mais c'est tous les jours, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 dans ces cas-là. Le week-end peut être un pic d'activité. Une mise en production ratée peut avoir un impact commercial majeur. Ouais, il n'y a rien de nouveau. Alors là, c'est là où j'ai sorti le popcorn. Le rollback est plus compliqué. En cas d'échec, remettre l'ancienne version peut être plus long ou plus risqué sans une équipe complète disponible. De toute manière, si c'est compliqué et que vous n'avez rien préparé, que ce soit le lundi matin, le mardi matin ou le vendredi soir, dans tous les cas, vous êtes dans un plan misère. Il n'y a pas d'autre terme. Et les bonnes pratiques que nous propose ChatGPT, privilégier le déploiement en début de semaine, le lundi ou le mardi matin. C'est vrai que le lundi ou le mardi matin, on a tous de la bande passante, c'est disponible, on n'a aucune réunion à faire, on n'a aucune interaction avec nos équipes. Pour avoir toute l'équipe disponible en cas de problème, mettre en place du future flagging pour activer et désactiver les nouvelles fonctionnalités sans rollback complet. Bon, ça, c'est dans les fantasmes, hein. Automatiser les tests et le monitoring pour détecter rapidement les régressions après le déploiement. Généralement, on a un cahier de recettes. Mais c'est là qu'on voit que l'IA a ses limites. Dans ce genre de conseils à 2 balles, pardon, ce genre de conseil qui fait très plaisir à un chef, mais qui n'a aucune valeur sur le terrain, quoi. Avoir un plan de rollback clair et testé avant chaque mise en production. Ah, ça serait tellement bien, ça, d'avoir ça au départ. Déployer en mode Canary. Alors, Canary, c'est en anglais, c'est C-A-N-A-R-Y. Lancer la nouvelle version sur un sous-ensemble d'utilisateurs avant de généraliser. Donc, en conclusion, est-ce qu'on doit mettre en production un vendredi soir ? C'est souvent une décision risquée, dictée par la pression ou des habitudes de travail inefficaces. C'est là j'ai cru que j'allais arracher l'abonnement de ChatGPT de son écran. Et si vous tenez à vos week-ends, mieux vaut prévoir vos mises en production en début de semaine, quand les équipes sont disponibles et reposées, et que le rollback peut être fait sans stress. Votre sommeil et votre santé mentale vous remercieront. Non, on va faire un peu de provoque, c'est pas possible. Quand vous faites une opération le vendredi soir,
Déjà, pour commencer, les équipes vous allez préparer cette opération. Vous allez avoir un cahier de recettes, vous allez avoir un plan. L'idéal, ça serait d'avoir un environnement d'homologation, de pré-prod et de production. Sauf que dans la vraie vie, ces environnements ne sont pas aussi identiques qu'ils devraient l'être, ne serait-ce que pour le jeu de données. Les jeux de données de production ne vont jamais sur de la pré-prod ou sur de l'homol. Voilà, c'est des petits trucs où on voit, c'est des petits tips. Si vous n'avez pas un rollback, si vous n'avez pas identifié les personnes clés qu'il fallait avoir pendant votre montée de version, lâchez l'affaire, passez à autre chose. Dites à votre chef que vous n'êtes pas disponible ou dites-lui que ce n'est pas possible, il y a un autre truc. Mais une fois que vous avez les bonnes personnes, le vendredi midi, vous faites un dernier point et les gens vont se reposer. Ils ne continuent pas à travailler. Ils vont faire la sieste, vous les mettez en mode tu te reposes. Et puis, surtout le vendredi soir, quand vous allez démarrer, si par exemple vous démarrez à 19h, à 23h, quoi qu'il arrive, il y a une décision qui se prend. Est-ce qu'on fait un rollback ? Est-ce qu'on peut envisager, si c'est pas terminé, alors s'il reste que quelques minutes, on le fait, mais c'est d'envisager le fait de se dire, il y a une difficulté, il faut qu'on revienne en arrière. Mais il y a des équipes de production qui vont être là pour ça, qui vont continuer à travailler, mais les sachants vont aller se reposer. Et le lendemain matin, on travaille tranquillement en heure ouvrée, le samedi, pour continuer. Ça fait partie des petites choses, des petits apprentissages. J'ai testé pendant des années la mise en prod à l'arrache le vendredi soir et j'ai pleuré, mais pleuré, il n'y a pas d'autre terme. Et c'est là qu'on apprend avec l'expérience, avoir les bonnes personnes, la bonne préparation, la bonne sauvegarde. Alors une sauvegarde, c'est pas dire j'ai fait un backup. Vous avez fait un backup et vous avez fait une restauration pour voir ce que ça donne. Et vous acceptez ou pas de perdre de la donnée suivant un certain pourcentage. Il y a plein de petites choses qui, avec de l'expérience, rentrent dans l'histoire. Et je vais vous raconter une anecdote, et ça s'est passé à l'époque chez un opérateur qui n'était pas encore un fruit et légumes. Voilà, on va dire ça comme ça. On se retrouve, on avait à faire une montée de version sous Windows. Vendredi, on fait un pôle vendredi soir à 17h. Donc on était bien fait, comme on dit. À 20h, on fait la mise à jour et paf, l'Active Directory ne marche plus. Sauf qu'il fallait refaire le rollback en arrière, etc. Évidemment, pour corser le tout, je devais partir pour un mariage. Madame m'attendait. Donc, toutes les étoiles étaient alignées pour faire que le week-end allait devenir vraiment très pourri. Ça, c'est que j'ai pu restaurer cette Active Directory, etc. et toutes les infos qu'il y avait dessus. Alors, à l'époque, on utilisait des modems à 2400 baux. Alors, pour les jeunes, je vous dis, c'est quoi ce truc-là ? C'est un truc qui va très lentement. On utilisait des serveurs d'accès RAS et à partir de là, on s'était connecté et j'avais essayé de restaurer tout l'AD et tout ce qui allait autour. Ça a fonctionné. Mais ce qui était très surprenant pour l'époque, c'est que j'étais dans ma voiture pendant ce mariage et pendant la cérémonie, il a fallu que je fasse quelques allers-retours. Donc ça, c'est ce qu'on appelle à l'arrache. Ça ne se fait plus aujourd'hui, c'est même impensable pour certains. Donc il faut être très prudent. Le vendredi soir, on peut le faire, mais si vous êtes préparé. Si vous voulez le faire en mode arrache, il faut qu'il y ait vraiment un trou de sécurité. Vous êtes plus dans une crise que dans une mise à jour. Mais de la mise en prod, pour faire de la mise en prod le vendredi soir, vous n'avez pas les bonnes équipes, vous n'avez pas le bon rollback, vous n'avez pas les bonnes sauvegardes, vous n'avez pas les mêmes environnements entre l'homol, la pré-prod et la production. C'est à faire avec précaution. Ou faut être joueur. Voilà, j'étais suffisamment, disruptif. Mais je vous rassure, j'en fais encore moi le vendredi soir. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du dimanche 2 mars 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le préparer. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, ne soyez pas timide, comme vous pouvez le voir. Dans le pire des cas, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09, ou laissez-moi un email à radiocesseur@gmail.com. Le SMS, j'aime bien, mais je ne regarde pas tout le temps le téléphone. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Je sors la moto. Il fait encore beau. Il va faire frais, mais ouais, un petit tour en moto. À demain. Au revoir.